Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette émission de la pensée de l'écrivain. J'accueille ce soir le professeur Thierry Amougou, intellectuel, macroéconomiste et professeur à l'Université de Louvain. Pour le thème de ce soir, la place et le rôle de l'intellectuel dans la société africaine. Les sociétés africaines excellent dans l'intellectualisme. Nous allons explorer les profondeurs des opportunités et également les difficultés que les intellectuels africains rencontrent. Professeur, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Comment percevez-vous et définissez-vous le terme intellectuel dans le contexte africain? Oui, pour parler des intellectuels dans le contexte africain, je vais d'abord faire quelques remarques qui en parlent déjà. La première remarque, c'est que François Mitterrand, lorsque François Mitterrand était président en France, il s'est rendu une fois en Angleterre, en visite chez Margaret Thatcher, et il a voulu rencontrer des intellectuels. Donc il a demandé à Margaret Thatcher, voilà, est-ce que tu peux aussi me prévoir une rencontre avec des intellectuels anglais? Et que Thatcher lui a dit, ici en Angleterre, on a des physiciens, on a des sociologues, on a des économistes, on a des historiens, mais il n'y a pas d'intellectuels. Voilà, donc c'est une anecdote que François Mitterrand raconte pour parfois dire que votre affaire d'intellectuel, là, c'est parfois une conception française de la chose. Hein, et que les anglo-saxons vont vous dire, on a des économistes, on a des historiens, on a des sociologues, on a des biologistes, on a des ingénieurs, on n'a pas d'intellectuels. Donc un intellectuel, c'est quelque chose de plus que ça en fait. Hein, parce que ces gens que je viens de citer sont des experts, des diplômés, des gens hautement qualifiés dans des domaines, mais ils ne sont pas des intellectuels. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas au-delà de ces domaines-là. Et très souvent, ils ne pensent pas les sociétés. Ou alors ne s'engagent pas dans les luttes des sociétés. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui est obligé d'aller au-delà de sa discipline, de son expertise, et de penser la société. Ça, c'était la première anecdote que je voulais raconter par rapport aux intellectuels. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est aussi par rapport aux intellectuels, mais par rapport aussi à la France, parce qu'on a souvent un prisme de l'intellectuel par rapport au cas français, c'est que le mot intellectuel est récent. C'est un mot du 19e siècle, c'est un mot qui est né avec l'affaire Dreyfus en France, et un mot, l'affaire Dreyfus engage Émile Zola. On a lu Germinal au lycée et tout ça. Donc Émile Zola prend position, et c'est là où l'intellectuel, vraiment au sens où nous le connaissons, apparaît. Donc le mot est récent, même s'il peut analyser des gens qui ont été des intellectuels dans l'histoire, mais il faut savoir que le mot, parfois, n'est pas un mot adapté à certaines situations du passé, parce qu'il est plus récent que certains auteurs. Ça, c'est les deux choses que je voulais dire. Maintenant, sur ma conception de l'intellectuel, je définis souvent l'intellectuel comme étant un veilleur, quelqu'un qui veille, hein, quelqu'un qui alerte, quelqu'un qui accompagne moins qu'il ne montre ce qui ne va pas. C'est-à-dire, l'intellectuel, comme le dit Georges Agamben, n'est pas quelqu'un qui est ébloui par les lumières de son temps ou de sa période. C'est quelqu'un qui est dérangé par les problèmes de son temps. Quelqu'un qui est dérangé par les inégalités, par l'injustice, par la domination, par voilà, tout ce qui ne marche pas dans son temps, il le met en lumière. Donc c'est ça que Agamben appelle un contemporain. Donc très souvent j'approche un intellectuel comme un veilleur, comme un alerteur, comme quelqu'un qui est un ouvrier de l'intelligence, de l'intellect. C'est-à-dire quelqu'un qui a pour principal outil de travail son intelligence et son intellect. Voilà, dans tout ce qu'il fait, c'est ça son principal facteur de production. Ça c'est la définition basique que je donne concernant l'intellectuel. Mais, quand vous parlez d'Afrique, j'ajoute souvent autre chose. C'est autre chose qui n'est pas de moi, qui est de Fabien Boussi-Boulaga, philosophe camerounais que nous avons malheureusement perdu, et qui a écrit un livre célèbre qui a pour titre La crise du Muntu, que je conseille aux éditeurs s'ils veulent lire un livre de philosophie sur l'Afrique. Donc, Fabien Boussi-Boulaga avait l'habitude de dire qu'en Afrique, nous avons des intellectuels ventriloques. Des intellectuels ventriloques, à savoir des gens qui, lorsqu'ils ils ouvrent leur bouche, c'est quelqu'un d'autre qui parle à travers eux. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas
adapté leur savoir à leur contexte, qui n'ont pas construit des savoirs autonomes et qui répètent ce qu'ils ont appris chez les Blancs. Donc, quand un intellectuel africain parle, très souvent, c'est le Blanc qui parle en Afrique. Ce qu'il appelait les intellectuels ventriloques. C'est-à-dire, vos lèvres bougent, mais c'est quelqu'un d'autre qui parle à travers vous. Voilà, il appelait ça les intellectuels ventriloques pour dire c'est des gens qui ont accumulé un ensemble de savoirs, un ensemble d'expertise, de moyens de réflexion sur des sociétés, mais qui très souvent n'ont pas des pensées propres. Voilà. Le même Fabien Boussi-Boulaga nous dit une chose extrêmement importante concernant l'intellectuel. Il nous dit, en Afrique, et même dans toute société, on ne peut avoir un intellectuel opérationnel, c'est-à-dire qui fait son travail intellectuel, que si la dite société trouve que l'intelligence met l'intelligence au même statut que la richesse, que le pouvoir, que l'argent. Autrement dit, Fabien Boussi-Boulaga nous dit, ce n'est pas à l'intellectuel de se dire qu'il est intellectuel. Ce sont aussi les sociétés qui font des gens des intellectuels et des femmes des intellectuels. Donc, si une société ne considère pas que l'intelligence est une chose aussi importante que le pouvoir, l'argent et la richesse, il n'y a pas d'intellectuel. Donc, c'est la société qui doit faire de vous un intellectuel. Et Fabien nous dit, avec cette définition de l'intellectuel opérationnel, il n'y en a pas en Afrique. Parce que nous n'avons pas des sociétés qui considèrent que l'intelligence est d'une valeur équivalente à l'argent, au pouvoir ou à la richesse. Vous voyez? Les Africains considèrent toujours que l'homme riche, l'homme de pouvoir, peut acheter l'intellectuel. Que l'homme riche, l'homme de pouvoir est supérieur à l'intellectuel. Or, l'intellectuel ne peut être opérationnel que si la société considère que être intelligent, être intellectuel, c'est d'une valeur équivalente à ces choses-là. C'est pourquoi il est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas d'intellectuel en Afrique, opérationnel en Afrique. Soit ils sont ventriloques, soit ils ne sont pas opérationnels. Parce que la société ne leur permet pas de devenir des intellectuels. Donc ça, c'était Fabien. Après Fabien, moi, j'ajoute souvent autre chose. Comme l'Afrique est un continent qui est entré dans l'histoire en subalterne, avec un statut de subalterne. Nous sommes dominés politiquement, économiquement, culturellement, religieusement. On est entré comme subalterne dans l'histoire. Ça veut dire que l'intellectuel africain a quand même un devoir spécifique. Un devoir de déconstruction, un devoir de libération, un devoir d'innovation et un devoir d'autonomisation. Ça veut dire que par rapport à notre histoire, cette histoire-là nous impose ça si on veut être des intellectuels. On ne peut pas échapper à ça. Un intellectuel en France, qui est né dans une France développée, machin, n'a pas ce poids-là dans son travail d'intellectuel. Nous avons cela comme devoir parce que nous avons un héritage qui nous oblige à faire ce travail-là. Donc, très souvent, nous aimons des intellectuels qui font ça, ce travail-là. Et nous avons souvent tendance à croire que ceux qui ne le font pas ne sont pas des intellectuels. Donc il ne faut pas confondre, il ne faut pas définir l'intellectuel en le confinant uniquement au type d'intellectuel que nous aimons. Le type que nous aimons constitue des intellectuels, mais le type que nous n'aimons pas sont aussi des intellectuels. Donc quelqu'un qui travaille avec le pouvoir est un intellectuel. Les nazis avaient les intellectuels. Mais quelqu'un qui fait donc ce travail historique qui nous impose un devoir est aussi un intellectuel. Très souvent, on fait cette confusion. Donc, on peut classer les intellectuels, d'après moi, par rapport au pouvoir. Quel est leur rapport au pouvoir? Est-ce qu'ils accompagnent le pouvoir? Est-ce qu'ils le critiquent? Est-ce qu'ils éveillent sa curiosité sur un ensemble de choses? Donc, premier critère de classification, quel est le rapport au pouvoir? Deuxième critère, c'est le rapport au peuple. Est-ce que c'est quelqu'un qui éclaire le peuple? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut l'émancipation du peuple? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut la justice du peuple? Voilà. On peut les classer aussi. C'est un autre type. Troisième critère, on peut classer les intellectuels par rapport à des valeurs. Liberté, justice, égalité, émancipation. On peut aussi les classer. Ça fait un autre type d'intellectuel. Et on peut aussi les classer par rapport au rapport épistémologique, à l'épistémologie. Sont-ils dans une épistémologie critique ou alors dans une épistémologie normative?
ça fait un autre type d'intellectuel. Voilà, vous voyez. Donc, c'est plusieurs types. Et j'ai fini souvent, pour finir avec cette question, j'ai fini souvent en disant, moi, dans ma définition d'intellectuel, je suis encore plus démocratique que la majeure partie des universitaires. Je suis démocratique, pourquoi? Parce qu'il y a un autre piège qui nous guette. Le piège qui nous guette, c'est lequel? C'est qu'on a souvent tendance à assimiler l'intellectuel à quelqu'un qui aura fait l'école des Blancs. Tous les gens que je vous ai cités là, ils ont fait l'école des Blancs, beaucoup. Vous voyez? Or, lorsqu'on a lu l'aventure ambiguë chez Camille Dukas, il nous dit Blanc. Parce qu'il faut apprendre à vaincre sans avoir raison. Voilà la raison qu'il nous donne. C'est pourquoi il fallait à l'école des Blancs. Mais il nous dit aussi, en allant à l'école des Blancs, est-ce que ce que vous allez oublier est toujours inférieur à ce que vous allez apprendre? Ce qui veut dire que moi, dans ma conception d'intellectuel, on peut être un intellectuel sans diplôme. On peut être un intellectuel sans avoir fait l'école des Blancs. Un bon chanteur de Bikoutsi, qui peint la société, qui nous montre les problèmes de cette société, est un intellectuel. Un bon comédien camerounais, qui met en évidence la société camerounaise, qui fait des sketchs où il critique, où il montre certains aspects de la société, les travers de la société, est un intellectuel. Jean-Michel Cancan est un intellectuel pour moi. Hein? Quand Cancan vous dit, par rapport à la problématique du travail, ce que je vois, je fais. Ce que je vois, je ne fais pas. Je ne sais pas, je ne connais aucun intellectuel camerounais qui a problématisé la question du travail au Cameroun de façon aussi excellente. Tous les gens qui chôment au Cameroun, il y a des gens qui se lèvent le matin au Cameroun et prennent la route pour attendre une occasion qui va se présenter pour faire un truc et gagner quelque chose. Donc quand vous dites, moi mon travail, ben, je me débrouille, je me démerde. Ce que je vois, je fais. Ce que je vois, je ne fais pas. C'est un travail d'intellectuel. Hein? Lorsque Salaboko vous chante dans un de ses tubes, il nous demande où est parti l'argent du Cameroun. Il fait un travail d'intellectuel. Hein? Vous voyez? Nous sommes là dans la critique artiste ou la critique artistique. Hein? Hein? Vous connaissez certainement la chanson de Bikoutsi. Hein? Salaboko, il avait chanté, je peux vous la mimer, c'est... oui. C'était voilà. Il fait la critique, il dit, le pays tombe, l'argent allait où? D'où vient la crise? On était pourtant opulent, l'argent allait où? Et il dit, ben, ils le savent tous. C'est un travail d'intellectuel. Donc, dans ma conception de l'intellectuel, je pense qu'il y a des intellectuels populaires. C'est-à-dire des gens qui, avec leur art, avec leur culture traditionnelle, avec leur intelligence traditionnelle, peuvent être capables de brosser la société, de la critiquer, de l'orienter. Donc, je pense que l'intellectuel ne doit pas toujours être lié à l'école du blanc. Il est lié à quelqu'un qui fait un travail même de critique artistique ou de critique artiste. Pour moi, ce sont aussi des intellectuels. Tout à fait. Comment le rôle des intellectuels en Afrique a-t-il évolué au fil du temps? Voyez-vous une différence entre le rôle traditionnel des intellectuels et le rôle actuel? Oui, le rôle des intellectuels en Afrique a évolué aussi avec l'histoire de l'Afrique. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, on a un continent qui est entré dans la scène internationale sous forme avec un statut de subalterne. Ça veut dire que les gens qui étaient là à l'époque coloniale et qui avaient déjà, voilà, un travail intellectuel ne pouvaient pas avoir les mêmes problématiques que ceux qui étaient là à la période des indépendances, qui ont eu des problématiques de libération d'indépendance, ne pouvaient pas avoir les mêmes problématiques que ceux qui étaient là à la situation post-indépendance, c'est-à-dire les gens voilà, qui suivent les indépendances et ceux de maintenant ont d'autres problèmes. Donc, le travail des intellectuels africains s'est aussi modifié suivant les périodes et suivant les différentes problématiques qui sont nées de ces périodes-là, des problématiques connues par l'Afrique. Donc, si je prends le cas de la construction de l'Union africaine, vous verrez qu'on peut distinguer des phases. Donc, il y a eu des premiers intellectuels africains, hein, d'abord de la diaspora. C'est-à-dire des gens comme William Dubois, des gens comme Marcus Garvey, des gens comme Anténor Firmin, qui est très intéressant, qui est un haïtien qui a écrit un ouvrage L'égalité entre les races. Senghor. Oui, Senghor exactement. Anténor Firmin répondait au baron à Gobineau qui avait écrit L'inégalité entre les races.
Un livre raciste qui montrait que les Noirs étaient voilà, des singes, j'imagine, tout ça. Donc, en ténor, ce sont des gens qui posent les bases. Là, je vous pose vraiment de ceux qui posent les bases de l'idée du panafricanisme. Ce sont ces Africains-là de la diaspora. Vous voyez? Il y a, si on prend le cas de ce panafricanisme, il y a donc des gens qui vont assurer maintenant la promotion de l'idée. Hein? Donc, les Senghor, les autres, voilà, hein, qui vont assurer la promotion de l'idée, les Kwame Nkrumah, qui vont assurer la promotion de l'idée. Vous voyez? C'est une autre période. L'idée est déjà née. Maintenant, on assure la promotion de l'idée. Une autre phase va être la transformation de l'idée en institution. La naissance de l'Union africaine en 1963. Vous voyez? Donc vous allez avoir des intellectuels qui sont à la fois des militants, des politiques, les Nkrumah, les Haïlé Sélassié, tous ces gens-là, qui vont transformer l'idée en institution. Donc vous voyez bien une phase où on crée l'idée, une phase où on assure la promotion de l'idée, une phase où on transforme l'idée en institution. Donc ça fait des problématiques différentes des intellectuels africains. Je me rappelle d'ailleurs, lorsque j'ai lu le discours de Senghor à Addis Abeba en 1963, où on installe l'Union africaine, j'ai retenu la phrase, parce que c'est une phrase d'un poète. Senghor commence son discours en disant « Voici enfin vécu le jour longtemps rêvé ». C'est-à-dire la naissance de l'Union africaine comme institution. C'est-à-dire on a rêvé ce jour, il y a eu les gens qui ont pensé l'idée, il y a eu la promotion du rêve, maintenant le rêve devient réalité. D'où ce discours commence par la phrase que j'ai retenue « Voici enfin vécu le rêve longtemps rêvé ». Donc, voilà un peu, donc je dirais que le travail de l'intellectuel africain change de période en période, suivant les problématiques qui s'imposent à cette période, les problématiques africaines, et qui lient l'Afrique au monde. Et comme je vous le disais, comme nous sommes entrés dans la scène internationale avec un statut de subalterne, nous avons toujours un travail de déconstruction, un travail de libération, un travail de libération, un travail d'autonomisation et un travail de reconstruction même des Africains dans leur fierté. Ça, c'est très important. Reconstruction des Africains dans leur fierté. Lorsqu'il y a un débat au Cameroun qui, je ne sais pas s'il va se tenir entre Onanguine et monsieur, je ne sais pas, un historien dont le nom m'échappe, et ils veulent discuter des origines égyptiennes des Jeux Olympiques. Ce n'est pas un débat nul. L'intellectuel africain a pour objectif de reconstruire la fierté des Africains. C'est-à-dire des gens à qui on a dit « Vous êtes des singes, vous n'avez pas d'histoire, vous êtes cons, vous n'avez pas d'intelligence, vous n'avez rien inventé. » Donc, lorsque vous expliquez à un jeune Africain avec preuve à l'appui que ces choses-là viennent d'Égypte, mais il se sent héritier d'une histoire prospère. Et il se dit, je ne suis pas n'importe qui, ma culture n'est pas n'importe quoi. Donc, c'est la reconstruction de la fierté des Africains. Ce n'est pas un débat inutile, ne serait-ce que sur cet aspect-là. Vous voyez? Donc, on a donc ce travail-là à faire, voilà, parce que notre continent est celui qu'il est, et pas un autre. Comment les intellectuels sont-ils perçus dans les sociétés africaines aujourd'hui? Il y a une différence de perception entre les intellectuels et les autres leaders d'opinion, comme les chefs traditionnels et les leaders religieux. Oui. Grosse question, et ça rejoint ce que je disais tantôt de Fabien. Comment est-ce que les intellectuels sont perçus aujourd'hui dans les sociétés africaines? La première chose, il y a plusieurs choses que les sociétés africaines disent des intellectuels. Première chose, les intellectuels sont considérés en Afrique comme étant inférieurs aux politiques, comme étant inférieurs à la richesse, à l'argent. Les sociétés africaines considèrent beaucoup plus les gens qui ont l'argent, les gens qui ont du pouvoir politique que les intellectuels. Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème de pauvreté, parce qu'il y a ce problème d'absence de moyens. Lorsque j'arrive dans un village et que je tiens dans mon discours d'intellectuel, les gens, imaginez même, nous sommes à l'université de Yaoundé, nous voulons être délégués, je viens battre campagne. Qu'est-ce que mes collègues en première année d'université me disent? C'est ça qu'on mange? C'est un beau discours qu'on mange? Donc après le discours, il faut nous amener à la cantine. Vous voyez? Donc nous sommes dans des sociétés précaires où c'est surtout la politique du ventre qui compte. Et c'est lui qui est capable de la satisfaire. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui est dans les idées, qui est dans les réflexions, qui est dans les projets, qui est dans les propositions. Ce qui fait que son discours n'est pas un discours crédible dans ce type de société.
D'où le fait que Fabien nous dit, tant que vous ne faites pas de nous des intellectuels, vous, notre société, nous n'en serons pas. Nous n'en serons pas. Je ne vais pas me lever que je suis intellectuel moi-même. Non, non, non. Je ne m'auto-proclame pas intellectuel. Il faut que la société me fasse devenir un intellectuel. Et il faut donc que la société me fasse vivre de mon travail d'intellectuel. Pour que je sois un type indépendant. Pour que le politique n'ait pas du pouvoir sur moi. Pour que le riche n'ait pas du pouvoir sur moi. Il faut que mon travail me suffise. Mais comme mon travail ne me suffit pas, salaire des enseignants, le politique, il me tient en laisse. Le riche, il me tient en laisse. Vous voyez? Donc, c'est ça l'intellectuel en Afrique. Donc, l'intellectuel en Afrique, pas seulement ça, c'est aussi quelqu'un qui est pauvre, généralement. C'est un pauvre. Celui qui veut faire l'intellectuel en Afrique est parfois obligé d'être pauvre. Est parfois obligé d'être quelqu'un qui n'avance pas dans sa carrière. Nous parlons de l'Afrique, là j'ai l'exemple du Cameroun, pour vous montrer quelques aspects. Je vous ai parlé de Fabien Boussiboulaga, hein, qui a disparu en toute catimini. Je n'ai vu aucune organisation gouvernementale pour dire on perd une tête. Ça montre le rang de l'intellectuel et comment on le considère en Afrique. Je vous ai parlé de Jean-Marc là, qui est mort en exil, parce qu'il a voulu faire l'intellectuel au Cameroun, donc il a été obligé de fuir. Donc c'est ça aussi. Le regard que les sociétés africaines, ou le traitement qu'on réserve aux intellectuels, c'est que si tu fais l'intellectuel, soit on te coupe la tête, soit tu fuis. On a coupé la tête d'Angèle Bernvin, qui a fait l'intellectuel restant au Cameroun, assassiné. L'autre a fui. Jean-Marc là a fui. Quel est le regard sur l'intellectuel? Regarde mon frère et compatriote Onangini. Onangini a passé une période où il a joué le rôle d'intellectuel critique du régime. Mais pendant toute cette période, pour vous dire ce qu'on réserve aux intellectuels au Cameroun, pendant toute cette période, il a fait du surplace dans sa carrière. Il n'a pas évolué à iota. Depuis, restant toujours intellectuel, qu'il a pris sa liberté pour dire maintenant, je peux accompagner le régime, c'est-à-dire l'aider à faire son travail. Il est libre de le faire. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a évolué. Vous voyez? Ça veut dire que Fabien Boussiboulaga n'a pas tort. Tu fais l'intellectuel, tu es mort. Tu fais l'intellectuel dans une société qui te condamne parce que tu veux jouer ton rôle d'intellectuel. Donc voilà encore un autre rapport de l'Afrique à l'intellectuel. Hein? Un intellectuel peut changer comme des stratégies, comme Mathias Eric Onangini a changé. Un intellectuel peut changer de stratégie ou même de sa façon de faire l'intellectuel. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus intellectuel, mais ça veut dire qu'il s'est dit je vais faire ça autrement, en prenant sa liberté. Et en voyant aussi les contraintes du milieu. C'est-à-dire, son changement de stratégie est bien sûr une partie de sa liberté, mais pas que. C'est aussi une contrainte du milieu. Vous et moi, on a les mêmes diplômes. Toi, tu es déjà, disons, recteur. Moi, on ne me nomme même pas chargé de cours. Parce que je critique. Ça veut dire que dans la vie, déjà, je peux mettre en difficulté matérielle. Et me dire, bon, d'abord, je prêche dans le désert. Tout ce que j'ai fait depuis là, est-ce que ça donne quelque chose? Vous voyez? Donc, même l'environnement vous pousse à changer de stratégie. Donc, ça peut être à la fois sa liberté et la contrainte environnementale qui le pousse à changer de stratégie et à dire, moi, je vais faire autrement. Vous voyez? Donc, l'intellectuel est vu comme ça en Afrique. L'intellectuel est aussi vu en Afrique comme un traître. Comme un traître. Pourquoi? Parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui est capable de penser contre lui-même et qui est capable de penser avec lui-même. C'est quelqu'un qui est capable de penser contre les siens. Moussanga Nyamding, RDPC. Ou moi, quand j'écris un livre qui critique Bialok, il y a de ma tribu. L'intellectuel est capable de penser contre les siens et capable de penser aussi avec les siens. Or, chez nous, si tu penses contre les tiens, tu es un traître. Combien de messages j'ai pas eu venant des gens de ma tribu disent, mais tu es un traître, comment tu peux critiquer un pouvoir qui est chez toi? Et si tu es un traître, tu es condamné.
Quand ta famille te dit, ben, comment on ne t'a pas envoyé à l'école pour écrire des livres? Hein? Donc, être un intellectuel aussi, c'est être capable de penser avec les ennemis. Lorsque tu juges que les ennemis ont raison, et aussi capable de penser contre les ennemis. Vous voyez? Donc, c'est une figure chez nous qui est une figure difficile à tenir. Difficile à tenir. Comment, dans une société où les communautés dominent, où le vote de sang est si fort, penser contre les tiens? C'est naviguer à contre-courant. Voilà. Or, l'intellectuel doit faire ça. Quand les miens sont allés droit dans le mur, je dois dire non, vous vous trompez. Or, chez nous, non. C'est une trahison. Donc, voilà un peu les regards que la société africaine a sur l'intellectuel. Quelle contribution les intellectuels africains ont-ils apporté au développement social, économique et politique de leur pays? Pouvez-vous citer des exemples concrets où des intellectuels ont joué un rôle clé? Oui, historiquement, je vais prendre quelques figures. Hein. Quelques figures historiquement, je peux prendre quelqu'un, je peux parler d'Anténor Firmin, qui est un intellectuel important, qui a joué un rôle important, pas seulement pour l'Afrique, pas seulement pour le Cameroun, mais pour tous les peuples dominés. Parce qu'un livre raciste est écrit, c'est de l'inégalité entre les races, pour montrer vraiment la hiérarchie entre les races. Et lui, haïtien, il va écrire un livre sur l'égalité entre les races. C'est vraiment quelque chose qui montre que les hommes, et les recherches actuelles lui donnent raison. Parce que la recherche aujourd'hui montre que les races, en fait, n'existent pas biologiquement. Les races sont des constructions politiques et sociales. Et que biologiquement, le concept de race n'a pas de crédibilité, en fait. Voilà. Ça, c'est un intellectuel très important. À la même période, pour la construction de l'idée de panafricanisme et d'union africaine, des gens comme William Dubois, des gens comme Marcus Garvey, la même idée d'union africaine dans la diaspora. Pourtant, ils ont vraiment construit cette idée-là, toute la dimension économique de l'union du panafricanisme. Pour travailler dessus. Hein. On a cité Nkrumah, on a cité Senghor. Senghor a fait un travail colossal sur le Sénégal démocratique que nous connaissons aujourd'hui. Quand même, il faut savoir que lorsque nous on était encore dans le parti unique, Senghor était déjà en train de mettre la démocratie en place au Sénégal. On peut critiquer Senghor, lui reprocher, d'abord, qu'il n'est pas critiquable, mais il faut reconnaître que c'est un grand intellectuel qui a participé à beaucoup de choses en Afrique. L'Union africaine, la construction du Sénégal comme un pays démocratique, et on voit bien les effets de cette démocratie-là aujourd'hui. On peut relever des gens, il y en a plusieurs. Je peux relever Achille Mbembe. Achille Mbembe qui est très important pour moi. Pourquoi? Parce que non seulement il a placé la focale sur un aspect interdit de la recherche au Cameroun, à savoir l'UPC, lorsque cela était encore vraiment interdit et difficile. Donc il a commencé ses recherches dessus, sur tout un pan de l'histoire du Cameroun qui est fondateur du Cameroun mais qui était interdit. Donc travailler dessus est très important. Et une façon aussi de réhabiliter ces héros-là qui ont vraiment construit notre pays. Et moi, je pense que la pensée politique fondamentale au Cameroun aujourd'hui, c'est de l'UPC. Je peux m'aller très loin. Je pense même qu'il y a d'opposants politiques au Cameroun que parce qu'ils ont abandonné cette pensée politique-là. Et que si quelqu'un veut suivre vraiment la trajectoire de l'UPC, il ne sera pas opposant. On va l'exclure du champ politique. Vous voyez? Donc, Achille Mbembe a fait ce travail-là. Il a fait un autre travail qui est tout ce travail qu'il a fait sur la post-colonie. Les gens critiquent souvent la post-colonie en disant dans post-colonie, il y a colonie. C'est parce qu'ils n'ont pas lu et ils ne comprennent pas ce dont traite le livre. Le livre ne traite pas de ce qui est... Non, non. Le livre pose une question fondamentale qui est celle-ci. Que faisons-nous ou qu'avons-nous fait nous-mêmes de nos sociétés une fois que le colon est parti? Donc, ces nouvelles sociétés qui se sont construites, où vous trouvez le précolonial, le colonial et le post... Voilà. Tout ça, qu'est-ce que les Africains ont fait de leur société une fois que le colon, entre guillemets, le blanc est parti? Vous voyez que nous sommes dans la problématique politique globale de toute l'Afrique. Qu'est-ce que Paul Biya, Ahidjo et les autres Camerounais, nous tous, on a fait du Cameroun, moi compris, depuis que le blanc est parti? On a fait du Cameroun un pays où on n'arrive pas à construire un stade. Un pays où on n'arrive pas à construire une autoroute depuis je ne sais combien d'années. Un pays où la pauvreté augmente. Un pays où on n'a pas l'eau, où on n'a pas l'électricité. Je rappelle que lorsque j'allais à l'école primaire, j'ai eu mon CEP en 1984.
Ouais. J'allais à l'école. Lorsque j'allais au dispensaire et que j'avais un palu, voilà, le docteur m'examinait, me faisait une ordonnance. Il me donnait l'ordonnance, il me disait, va à la pharmacie. Au dispensaire, il y avait quelqu'un qu'on appelait le pharmacien. Tu lui donnais ton ordonnance, il allait dans ses armoires, il t'amenait tous les comprimés que le médecin, sans donner 5 francs. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Quand on se soignait au Cameroun gratuitement, tu avais l'ordonnance, tu allais à la pharmacie, le pharmacien collectait les comprimés, te donnait, tu allais chez toi. Qu'avons-nous fait dans ce pays-là après les Blancs? Donc, voilà un intellectuel qui a beaucoup travaillé sur cet aspect-là qui est extrêmement important. Il y en a d'autres que je peux citer. Je peux citer aussi Fabien Boussi-Boulaga, je peux citer Jean-Marc Là, je peux citer Emerald Yebga, je peux citer le père Mveng. Parce que nous parlons beaucoup plus ici du Cameroun, donc c'est pourquoi j'insiste sur ces aspects. Ils ont travaillé en réseau avec un ensemble d'hommes de Dieu africains pour construire un christianisme africain. Je ne pense pas que la mort d'Angélbert Mveng soit quelque chose qu'on peut situer en dehors de cette problématique-là. Il venait de tenir une conférence qui avait pour titre Moïse l'Africain. Donc, ces gens-là ont beaucoup travaillé. Et lorsque l'inculturation intègre le Concile Vatican II, qu'on dit qu'il pouvait faire l'inculturation, ce n'est pas parce que le Vatican le veut, c'est parce que ces gars-là avaient conçu un groupe qui mettait la pression que nous, on doit faire un christianisme adapté au problème africain. Vous voyez? Donc, voilà des gars qui ont pensé des choses et qui ont réalisé des choses extrêmement importantes. Il y en a d'autres, voilà, c'est juste quelques exemples. Oui. Quel rôle joue l'intellectuel dans l'éducation et la sensibilisation des populations sur la question critique telle que le droit de l'homme, la souveraineté des États africains, la démocratie et le développement durable? Oui, l'intellectuel devrait, dans ces aspects-là, les droits de l'homme, la démocratie, la liberté, le développement durable, il devrait avoir un rôle tribunicien. C'est-à-dire quelqu'un qui éduque les populations, qui vous donne l'information, qui vous parle dans un langage accessible. Hein? C'est aussi ça l'intellectuel, capable de sortir de ces hautes sphères pour se faire entendre par une société. C'est quelqu'un qui doit accompagner, accompagner les populations dans des situations de précarité, apporter son expertise à des associations qui défendent les gens, qui défendent les droits de l'homme, qui défendent la démocratie, qui défendent la liberté. C'est quelqu'un qui devrait être un alerteur, un chien de garde. Chien de garde de la démocratie, chien de garde de la liberté, chien de garde de la justice, chien de garde de la sortie de l'émancipation. On dit un veilleur, quelqu'un qui veille. Dès que ça dérape un peu, il frappe. Donc, dénoncer tout cela et être vraiment quelqu'un qui porte à cœur l'émancipation de la population. En tout cas, pour le type d'intellectuel que moi j'aime. Il y a d'autres types qui sont aussi des intellectuels, mais qui ne sont pas de ce calibre-là. Le professeur Baïbek, il a un langage qui descend un petit peu parfois bas. Est-ce qu'il est dans son... Oui, le professeur Baïbek est dans son rôle d'intellectuel, c'est-à-dire l'intellectuel doit être capable de... Le discours qu'on tient dépend de l'auditoire. Il dépend du public. Il faut savoir à quel public on a affaire et calibrer son discours par rapport au public. Je ne peux pas tenir un discours très haut, très soutenu, si je suis face à des gens qui ne vont rien comprendre de ce que je dis. Donc, ce qu'il fait à ce niveau-là est très bon. Lorsqu'il parle, lorsqu'il dit l'hamburger, c'est quoi? C'est le pain chargé avec la tomate. Les gens comprennent directement ce qu'il dit. C'est ça aussi, ce rôle de calibrage du discours, entre voilà, ce qui parle et celui qui écoute et celui à qui on s'adresse, est un rôle aussi que l'intellectuel doit jouer. Bon, le professeur Baïbek a d'autres aspects que j'apprécie moins, parce que l'intellectuel, c'est aussi quelqu'un qui doit être habité par ce que les philosophes appellent la gentillesse de l'intelligence, la gentillesse du débat, la courtoisie du débat et la courtoisie de l'intelligence. Donc, je ne peux pas débattre avec vous et vous traiter de chiens, et vous traiter de... Non. L'intellectuel n'est pas un vulgaire, voilà. Donc, il y a ces aspects-là que moi, je ne partage pas, parce que je n'ai jamais vu un débat entre les intellectuels, les gens traiter les autres de chiens, ou s'insulter, ou s'injurier. Il y a cet aspect-là qui est extrêmement important. Et je ne sais pas... démocratie, au niveau de la démocratie, pour les intellectuels. Oui,
cette sensibilisation? Oui, au niveau de la démocratie, l'intellectuel devrait aussi être le phare. C'est-à-dire, l'intellectuel par rapport à la démocratie en Afrique, pour moi, a un travail qui doit être extrêmement profond. Parce que depuis, je vous parle de l'intellectuel, en prenant la démocratie telle que nos politiques et nos pays disent la pratiquer. C'est-à-dire, ils s'inspirent de l'Occident. Pour moi, en tant que quelqu'un qui travaille dans ces choses-là, la démocratie en Afrique doit être une question de recherche. À savoir que cette chose-là qu'on appelle démocratie, que les Occidentaux appellent démocratie, par rapport à nos histoires, par rapport à nos réalités, par rapport à nos problèmes, est-ce que cette chose-là peut nous aider? Si oui, comment? C'est ça le travail que nous devons faire. Et que j'essaie de faire, et que vous allez trouver dans le prochain livre que je vous annonce, c'est que nous ne pouvons pas être des consommateurs de démocratie. On ne peut pas être dans une démocratie que j'appelle une démocratie en kit. Voilà un peu le kit littéraire. C'est comme si tu vas à Ikea, tu achètes un kit. On te dit, la vis A va dans le trou B, la vis, voilà. Tu montes tout, mais est-ce que tu connais fabriquer le meuble? Non, tu ne connais pas. Tu as juste monté et le meuble est là. Et on se rend compte qu'on a monté, on a fait les élections, on a fait une assemblée diversifiée, on a mis en place des observateurs, mais les sociétés ne sont toujours pas démocratiques. Ça veut dire que le kit ne sert à rien, c'est la surface des choses. Est-ce qu'on a répondu aux questions concrètes de nos sociétés? C'est ce à quoi doit servir une démocratie en Afrique. Apporter des réponses aux questions que les sociétés africaines connaissent. Ce n'est pas pour rien qu'à travers le monde, toutes les démocraties sont différentes. C'est que chacun a pris cette chose-là et s'est posé la question de savoir, chez moi, comment elle peut m'aider à résoudre mes problèmes. Ce qui fait que la démocratie belge est différente de la démocratie française, différente de la démocratie américaine, différente de la démocratie anglaise, allemande. Chacun a pris et a construit par rapport à ces problèmes pour répondre à ces problèmes. Donc nous n'avons pas à faire la démocratie en Afrique, nous avons à construire une démocratie africaine. Comme Jean-Marc est là, comme Fabien Boussi-Boulaga, Angèle Ving et Yebga voulaient construire, voulaient faire non pas du christianisme en Afrique, mais un christianisme africain. C'est-à-dire qui répond aux problèmes africains. Quand je lis l'évangile, comme disait le père Angèle Ving, quand vous lisez l'évangile en Afrique du Sud sous apartheid, et que Jésus est venu libérer, et que les gens sont dominés sous apartheid, vous-même, cet évangile-là, quel sens? Aucun sens. Donc il faut faire un évangile qui traite ce problème-là. Les gens sont dominés chez eux, par les étrangers. C'est cet évangile-là qu'il faut adapter. Donc vous voyez, donc, ça, en fait, ce travail sur la démocratie est un travail extrêmement important, et c'est pourquoi je disais aussi que nos leaders politiques, qui sont aussi des intellectuels, ont du travail à faire, parce qu'on ne peut pas seulement aller faire de la politique en étant un intellectuel, en appliquant des choses qui existent. Il faut aussi innover et montrer qu'un projet politique peut aussi être la réflexion sur cette démocratie. Quels sont les principaux défis auxquels font face les intellectuels africains aujourd'hui? Comment ces défis affectent-ils leur capacité à influencer positivement leur société? Voilà le défi, comme je vous l'ai dit, c'est le premier défi, c'est d'abord être dans une société qui considère qu'ils ont de la valeur, ce qui n'est pas le cas. Considérer que voilà, l'intellectuel, c'est la même chose qu'un riche, c'est la même chose que quelqu'un qui a du pouvoir politique. Donc c'est une valeur, principal obstacle. Deuxième obstacle, être capable de vivre de son travail d'intellectuel. Pour être un intellectuel, être capable de penser contre soi-même, penser contre les siens, penser avec et contre ceux qui ne sont pas les tiens. Cela n'est possible que si tu es autonome dans ta vie. Or, quand tu dépends de la famille, comment tu penses contre la famille? Quand tu dépends de la communauté, comment tu penses contre la communauté, alors que tu vois bien que ce qu'elle fait n'est pas... Tu ne peux pas. Donc, contrainte d'autonomie. Est-ce qu'un intellectuel, en France, j'ai Michel Onfray, qui était professeur de lycée, qui a démissionné et qui vit de son travail intellectuel, de ses bouquins. Quel Africain peut vivre de ses livres? C'est-à-dire, tu démissionnes, et il vit, il est autonome, il dit tout ce qu'il veut, parce qu'il écrit ses livres, les Français achètent. Il gagne d'ailleurs plus que lorsqu'il était professeur. Et il peut faire son travail intellectuel à fond, parce qu'en le faisant à fond, il gagne des sous, et il vit de façon autonome. Donc, comment être intellectuel en Afrique si tu ne peux pas faire ça?
Tu seras toujours accroché à la famille, au pouvoir, au poste, voilà, aux nominations, aux machins, tout ça. Donc, ça réduit ton champ d'activité. Et il y a donc aussi le renoncement. Ça veut dire que si tu veux donc, malgré tout ça, faire quand même l'intellectuel, il faut donc renoncer. Et très souvent dans nos sociétés, on dit le gars là, il est diplômé, il est comme un fou. Parce qu'il a voulu aller jusqu'au bout, il a renoncé à tout. Parfois, il n'a même pas de voiture. Parfois, il n'a même pas de maison. Parfois, dans nos universités en Afrique, parfois, il n'a pas de bureau. Parce que c'est un type qu'on a... On dit, voilà, il est bizarre ce type-là, voilà, il critique tout le monde, machin, tout ça. Vous voyez? Donc, être capable de renoncer jusqu'au bout et de devenir la risée. Quand je dis que la contrainte du milieu peut amener l'intellectuel africain à changer de stratégie, c'est parce que ce milieu-là, ce sont les mêmes qui se moquent de toi que regardez le type-là. Tu deviens la risée. Et donc, l'intellectuel total, qui pour moi est un exemple, pour y arriver, et il est mort pauvre, il est mort moqué, il est mort avec rien du tout, c'est Karl Marx. Karl Marx a passé toute sa vie à soutenir les révolutions, à critiquer les régimes, à soutenir le peuple, à critiquer le capitalisme. Il a passé toute sa vie à être chassé partout, à gauche, à droite, parce qu'il disait aussi, comme le dit Antonio Gramsci, il n'y a pas de différence de déconnexion entre théorie et pratique. Ce que j'écris, je dois le faire sur le terrain. Donc, dès que Karl Marx écrit un tout sur le capitalisme, il vient en Belgique, il monte les troupes, il devient militant, on fait les défilés. Hein? D'où sa fameuse phrase, les philosophes ont jusqu'ici interprété la société, il s'agit maintenant et voilà, de la changer. Donc, mettre ça en pratique et changer la société. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui a vécu toute sa vie de façon, il a fait l'intellectuel total. Il a laissé donc une œuvre éternelle. Je ne connais aucun intellectuel aussi puissant que Karl Marx, qui s'est beaucoup trompé sur les solutions, mais ne s'est jamais trompé sur les diagnostics. Hein? Mais qui est mort, pour vous montrer un peu le prix à payer pour faire l'intellectuel total. Karl Marx est mort. Vous savez combien de personnes il y avait à son enterrement? Moins de 10. Quelqu'un qui est mondialement connu jusqu'aujourd'hui, qu'on enseigne encore jusqu'aujourd'hui. Ouais, moins de 10. Et son ami, c'est son ami Engels qui l'aidait, qui était nanti. Karl Marx a passé sa vie chez les huissiers. Le loyer, les machins, tout ça. Toute sa vie. Tu fais ça dans ta famille, on dit tu es fou. Mais pourquoi les gouvernements africains n'établissent pas les centres de titans, voilà. L'intellectuel africain? Voilà. Donc l'intellectuel africain, comme je vous le dis, la grande prospérité chinoise, la grande croissance chinoise, elle ne tombe pas du ciel. Elle est basée sur un travail de recherche exceptionnel. Ce qu'on appelle le système national d'innovation. Les gens qui pensent la Chine, qui pensent les procédés, qui pensent les politiques, qui pensent les idéologies, qui pensent les produits, voilà, ils sont là derrière. Et c'est construit par l'État. Et tous les pays émergents ont mis ça en place. Donc, une occasion d'interroger notre émergence. Est-ce qu'on va y arriver sans mettre une telle structure en place qui travaille pour l'émergence? Difficilement. Vous voyez? Donc, c'est en fait ça, l'intellectuel peut aussi faire un travail d'expertise. Quand on parle de nos partis politiques en Afrique ou au Cameroun, est-ce que nos partis politiques ont des officines scientifiques? Tous les partis politiques sérieux ont des bureaux scientifiques où les intellectuels travaillent et donnent leur travail aux leaders. Voilà ce qu'on a fait. Voilà encore une façon dont peut s'exprimer l'intellectuel qu'on n'a pas chez nous. Hein? Donc, c'est autant de problèmes, voilà. Quelle opportunité existe pour les intellectuels africains afin de maximiser leur impact sur leur société? Les opportunités sont extrêmement réduites par rapport à ce qu'on vient de dire. Les opportunités sont très souvent, tu fais un travail intellectuel et puis le système te rattrape. C'est-à-dire, tu deviens quelqu'un qui travaille pour le système. Donc tu deviens un intellectuel toujours, mais des systèmes. Quand tu regardes le Cameroun aujourd'hui, c'est la majeure partie de nos intellectuels sont des intellectuels de système. Des gens qui sont dans une carrière, ou alors qui sont dans le système étatique, qui sont, voilà.
et qui ne peuvent pas dire un mot au-dessus de l'autre parce que justement, ils sont au service d'un système. Ils ne font plus un travail d'alerte, ils ne font plus un travail critique, ils ne font plus un travail de veille. Ils ne font plus un travail tribunicien pour la société. Donc c'est une opportunité là, mais une opportunité qui t'attrape et qui te bouffe. Et qui circonscrit ton travail intellectuel sur rendre service au régime. Il y a d'autres opportunités qui consistent, voilà, faire l'intellectuel qui n'est pas très porteur. Il y a des gens qui ne disent rien du tout, qui écrivent leurs livres dans leur coin, ils restent dans leur tour d'ivoire, ils ne disent rien du tout, ne participent pas, ne sont pas engagés politiquement, ne sont pas des militants politiques. Donc, rester dans son coin et faire son travail intellectuel purement élitiste, purement scientifique, purement de recherche. Ça existe, mais ça ne sert pas beaucoup à la société, parce que la société ne gagne rien du tout. Et puis vous avez l'opportunité qui se construit de plus en plus, très souvent, c'est l'exil. L'intellectuel camerounais s'exprime complètement et totalement en exil. C'est Jean-Marc, c'est Achille Mbembe, c'est Célestin Monga, c'est des gens qui sont allés à l'extérieur. C'est là-bas qu'ils travaillent. Et très souvent, ils ne sont d'aucune utilité autre que critique au pays. C'est-à-dire, comment pouvez-vous concevoir que des gens comme Monga, comme Achille Mbembe, comme et d'autres, il y en a plein à l'extérieur, qu'on n'enseigne pas au Cameroun. On n'a pas besoin d'enseigner au Cameroun. Ils ne peuvent rien apporter aux enfants au Cameroun, à nos jeunes frères, nos sœurs, en faisant des cours de machin. Donc, une fois que tu deviens donc vraiment un intellectuel, tu ne sers plus à rien au Cameroun. Tu ne sers plus à rien. Tu sers à l'extérieur. Les opportunités sont réduites. Quelle importance accordez-vous à l'indépendance et à l'intégrité des intellectuels dans le contexte africain? Comment peuvent-ils maintenir leur indépendance face aux pressions politiques et économiques? Oui, je vous dirais que si un intellectuel peut donc vivre de son travail de penseur libre, l'autonomie et l'indépendance sont des choses irremplaçables. Irremplaçables. Parce que l'intellectuel ne peut être intellectuel et être bon et être utile pour tout le monde, y compris pour lui-même, pour la société, pour le pouvoir, pour l'opposition, pour l'Afrique, pour le monde, que s'il est libre complètement. Vous voyez? Que s'il est libre complètement. Chaque fois que vous faites une réflexion et que votre cerveau a des contraintes, des sens interdits, vous devenez médiocre. Vous devenez même injuste, vous devenez partial. Hein? Or, si vous visez l'intérêt général, ce qui est le but de l'intellectuel, il faut un cerveau libre, il faut une autonomie. Ouais. Ça, c'est extrêmement important. Mais comment donc construire cette liberté et cette autonomie en Afrique? Voilà donc le gros problème. Voilà le gros problème. Là où je dépends de ma famille, là où je dépends de la communauté, là où je dépends du pouvoir, je ne peux faire qu'une combinaison, qu'un arbitrage entre ces différentes contraintes-là et devenir donc un intellectuel frelaté. Ou alors un intellectuel sous contrainte de beaucoup de choses. Et ce qui ne libère pas ma pensée, ce qui ne libère pas mon travail. Ouais. Donc, au stade où nous sommes aujourd'hui en Afrique, au stade où se trouve le Cameroun par rapport à son régime politique, on ne peut avoir que le type d'intellectuel que nous avons. Parce que les contraintes sont si fortes que, alors qu'ils sont pleins de qualités, alors qu'ils veulent bien faire l'intellectuel, même inconsciemment, ils vont s'ajuster par rapport à ces contraintes. Parce qu'il faut faire attention à la famille, il faut faire attention à l'État, à la carrière, à soi-même. On peut mourir à soi-même. Donc, ce qui fait que le type que nous avons, c'est le seul que nous pouvons avoir au stade actuel. Avec la modification des structures de nos sociétés, on aura un autre type d'intellectuel aussi qui va apparaître. Mais pour le moment, je ne pense pas que ce type-là soit possible. Ou alors, s'il est possible, il devient, comme je le disais, un fou, un pauvre, un fauché, un type qu'on insulte. Parce qu'on dit qu'il ne vaut rien ici, parce qu'il n'a pas d'argent. Comment les intellectuels peuvent-ils contribuer à une meilleure gouvernance et à des réformes politiques en Afrique? Et voyez-vous un rôle potentiel
pour l'intellectuel dans les structures de pouvoir, tels que les gouvernements ou les organismes internationaux? Oui, c'est-à-dire l'intellectuel dans les structures, que ce soit les structures des hautes institutions, des organisations internationales, que ce soit les régimes en place, c'est-à-dire qu'il soit un intellectuel des systèmes, c'est toujours quelqu'un qui doit être capable d'avoir du recul, qui doit toujours être capable d'alerter, toujours être capable de signaler les dérives. C'est-à-dire l'intellectuel, s'il veut vraiment être intègre, même s'il est l'intellectuel de pouvoir, doit toujours être capable d'alerter là où ça ne va pas, de signaler les dérives, de signaler là où on est en train de sortir des clous. Ça doit être ça. C'est-à-dire, pour être même utile, même à l'organisation, même à l'État, même à l'institution, il faut montrer à cet État ce qu'il fait mal, ce qu'il fait bien, et comment il pourrait le faire, mieux le faire. Vous voyez? C'est-à-dire, un intellectuel muet, parce qu'il est dans un système et qu'il travaille pour le système, il ne sert à rien au système. Parce qu'il vous montre rien. C'est pourquoi je parle de pouvoir sclérosé. C'est-à-dire, les gens sont dans les mêmes situations et ont les mêmes habitudes et les mêmes comportements, et ils ne portent plus de regards divergents, de regards différents. Donc, ce pouvoir-là se reproduit à l'identique. Parce qu'il ne peut pas changer l'intérieur. Il roule avec le même carburant. Ce n'est que l'intellectuel critique qui peut montrer ce qui ne va pas. Or, il ne peut pas être toléré à l'intérieur du système. Il ne peut être qu'à l'extérieur. Vous voyez? Ça veut dire que nos sociétés doivent, tout en gardant nos pratiques de respect des aînés, des frères, des sœurs et machin, tout ça, c'est très important, mais quand même aussi introduire une culture critique dès le bas âge. Comment est-ce que nous élevons nos enfants? Lorsqu'on dit nous ne sommes pas des sociétés critiques, comment est-ce qu'on élève nos enfants? Est-ce que c'est des ordres à exécuter au doigt et à l'œil tout le temps, ou alors nos enfants peuvent nous dire, papa, je pense que là je peux faire comme ça. S'il n'y a pas de débat à l'école, s'il n'y a pas de débat dans les familles, on ne peut pas avoir de culture critique dans la société. Donc, l'éducation à la démocratie, c'est aussi ça. Partir de ces bases-là pour qu'on puisse avoir dans des sociétés différentes qui vont nous permettre d'avoir des intellectuels différents et qui participent justement donc à la construction des sociétés et à l'émancipation. Et si on ne le fait pas, on aura un sérieux problème avec la démocratie qui exige que la critique pénètre partout. Pénètre partout. Nous allons éduquer nos enfants différemment avec la démocratie. On va arriver à des situations où il y aura des droits des enfants qui vont s'installer, où on va dire, l'enfant va dire, j'appelle la police si tu me tapes. Ce n'est pas encore arrivé chez nous, ça arrivera. On va arriver en Afrique à des situations où on va nous poser la situation politique et qui s'est déclinée avec les Jeux Olympiques, qui s'est posée en Afrique, c'est le rapport des Africains à l'homosexualité. Le tableau qui a fait scandale là, le tableau post-moderne. Il y a une question politique majeure qui se pose aux Africains. L'Afrique n'a pas l'histoire de la Grèce antique, l'Afrique n'a pas l'histoire de Rome, l'Afrique n'a pas l'histoire de l'Occident où il y a eu des moments d'homosexualité officielle. Notre culture a toujours considéré que cette chose-là n'est pas une valeur. Voilà. Mais malgré ça, il se pose donc une question. Puisqu'on dit qu'ils sont à Yaoundé, ils sont à Douala, ils sont à Abidjan, ils sont à machin, ils sont à machin. La question politique est celle-ci. Qu'est-ce que vous en faites? On les pend, on les met en prison, on les brûle, on définit des droits pour eux. Vous voyez? Donc, politiquement, voilà la question. Est-ce que nos leaders politiques pensent à ça? Il faut résoudre ça. Soit dit, pour nous au Cameroun, la loi dit c'est un crime, c'est interdit. Mais en termes de droit individuel, est-ce que comme c'est interdit, cette personne-là, il faut donc la bastonner et la tuer en route? Non, possible. Vous voyez? Vous voyez qu'il y a des vides. Voilà. Donc la loi dit c'est interdit, oui c'est interdit. Mais lorsqu'on prend donc quelqu'un en route, on bastonne la personne meurt. Est-ce que la personne-là, est-ce qu'elle ne mérite pas des droits pour dire, elle est comme ça individuellement, ce n'est pas une valeur ici, mais elle est comme ça individuellement, et ce droit-là doit la protéger individuellement. Ça ne veut pas dire qu'on partage ça. Ça veut dire qu'en tant que personne, on la protège. Donc, c'est des questions politiques sur lesquelles nos pays doivent réfléchir. On refuse ça, mais l'individu, vous n'avez pas le droit de tuer quelqu'un qui lui est comme ça. C'est des choses sur lesquelles on est obligé de réfléchir. Donc,
Donc voilà un peu... Comment les intellectuels africains de la diaspora peuvent-ils contribuer au développement de leur pays d'origine? Quels mécanismes pourraient être mis en place pour faciliter cette contribution? Ah oui, je crois que là, ça dépend beaucoup de la volonté politique des pays d'origine. J'ai parfois dit, j'ai l'habitude de faire des conférences dans les partis d'opposition au Cameroun, et lorsqu'on me fait parler des diasporas, j'ai dit, ben, on peut bien instituer dans nos pays ce qu'on peut appeler le mois de la diaspora. C'est-à-dire, nos pays se disent, il y a dans l'année un mois où nos enfants qui sont à l'extérieur viennent ici faire des cours. Je suis sûr que plusieurs personnes vont aller gratuitement au Cameroun faire des cours. C'est le mois de la diaspora. Où ils peuvent tisser des liens, des carnets d'adresse avec des étudiants, avec d'autres profs. Ils peuvent initier des projets de recherche, où ils peuvent faire des cours, où ils peuvent présenter des... Voilà. Est-ce que ce mois de la diaspora ne peut pas être un moment catalyseur où l'expertise que beaucoup de pays africains ont à l'extérieur revient au pays chaque année pour justement participer à la formation? Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ingénieur, machin, tout ça, voilà, on a regardé. Voilà. Est-ce qu'une journée comme ça ne peut pas permettre à ces gens-là de... Donc ça dépend vraiment des dispositifs que les États, les régimes en place les régimes au pouvoir mettent en place. Et ça peut se faire dans cette formule-là ou dans une autre formule où la diaspora est invitée, voilà, à participer à des activités au pays avec des autres, avec les collègues, avec les jeunes frères, dans les lycées, les universités et autres. Et ça peut être chaque année un mois de la diaspora où ça se fait. Et ça peut être une bonne opportunité. Transfert des compétences. Voilà, exactement. Très important. C'est sur ce mot que s'achève cette émission de Pensée de l'écrivain. Nous avons pu discuter avec le professeur Thierry Amougou, qui est un intellectuel, macroéconomiste. Et je vous remercie. À très bientôt.